fans d'enquête, de paranormal et de mystère, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je me lance dans le tournage de cette vidéo puisque je vais vous parler de Paranormal Sight: The Mermaid's Curse. Un jeu d'aventure, on y reviendra plus tard, qui fait suite à Paranormal Sight: The Seven Mysteries of Honjo. Ce dernier avait débarqué sans prévenir en 2023. Soyons honnêtes, peu de monde y a joué à l'époque, mais ceux qui y ont joué l'ont adoré. Moi le premier. Dès l'annonce de Paranormal Sight: The Mermaid's Curse lors du dernier Nintendo Direct, annoncé sur Switch et PC, j'ai foncé écrire à Square Enix pour leur dire qu'il fallait que j'essaye le jeu. Bref, je l'ai terminé, je viens aujourd'hui vous en parler. Ah, et avant que j'oublie, vous allez voir sur les images que les textes sont en anglais. Mais la version PC du premier épisode avait bénéficié d'une fantrad en français réalisée par la team Dreamtrad. Et mon petit doigt me dit qu'il est possible que le second opus y ait le droit dans quelques temps. En attendant, je vous dis tout après le générique. Notre histoire commence le 7 août 1980 et des brouettes, quelque part dans la baie d'Issei, au sud de Nagoya. C'est un lieu réputé pour ses plongeuses traditionnelles, les hamas, des femmes spécialisées dans la plongée en apnée pour récolter coquillages, oursins et ormeaux. On fait tout de suite la connaissance de Yusa Minakuchi, qui s'entraîne pour devenir hama. C'est un garçon et le métier est plutôt réservé aux femmes, mais sa mère et sa grand-mère étaient hama et il rêve de poursuivre la tradition familiale. Il est accompagné de son ami Asami Kumoi. Pendant que Yusa s'entraîne, tentant de rester de plus en plus longtemps sous l'eau, il croise le chemin d'une figure fantomatique qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est le cas de le dire. La créature l'emporte alors dans les profondeurs et le noie. Fin du jeu? Non, quand même. Je me disais bien, ça fera un peu court. Non, celui-ci refait surface comme si de rien n'était, et les deux garçons rentrent au port où ils croisent leurs amis, la très calme et mystérieuse Sato Shiranami et l'énergique Tsukasa Awao. Tout ce petit monde vit sur l'île de Kameshima, ainsi nommée car Kame signifie tortue en japonais et que la forme de l'île rappelle celle de cet animal. On comprend rapidement que Yusa est à la recherche d'une sirène. Des sirènes, il en existe plusieurs types. Je ne parle évidemment pas de celle qui retentit tous les premiers mercredis du mois à midi, mais de la créature mythologique à moitié humaine. Ici, il ne s'agit pas de la version grecque mi-femme, mi-oiseau, mais de celle mi-femme, mi-poisson connue dans différentes cultures avec quelques variations. Si la version occidentale présente un tronc de femme et le bas d'un poisson, la sirène japonaise est beaucoup moins ragoûtante. Un corps presque entièrement de poisson, une tête de femme avec des crocs. C'est ainsi qu'on l'a représenté au XIIIe siècle. Des illustrations plus récentes, datant du XVIIIe siècle, montrent la Ningyo, c'est son petit nom, avec une apparence plus proche de celle que l'on connaît en Occident. Bref, c'est l'une des thématiques centrales du jeu, et je ne vais pas m'attarder davantage pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découvrir par vous-même. Comme vous pouvez le voir sur les images, Paranormal Sight: The Mermaid's Curse est un... Visual novel? Absolument pas. Ah bon? Oui, je sais, vous allez lire à droite à gauche que Paranormal Sight est un visual novel, et c'est faux. Enfin, pour être précis, c'est une convention erronée que l'on a pris l'habitude d'avoir en Occident, vu qu'on place dans la catégorie visual novel tout jeu qui est un tant soit peu bavard. Alors qu'au Japon, une distinction est faite entre le jeu d'aventure, nommé ADV, et le visual novel, nommé NVL. Pour faire simple, s'il n'y a que de la narration, avec simplement quelques choix à faire sous forme de plusieurs cases qui apparaissent à l'écran, c'est un visual novel. S'il y a le moindre gameplay qui s'ajoute à cela, ce qui prendra généralement la forme d'un point and click avec un curseur à faire bouger à l'écran pour appuyer sur des trucs, c'est un jeu d'aventure. Donc, ça, c'est un visual novel. Ça, c'est un visual novel. Ça, c'est un visual novel. Et ça, c'est un visual novel. Par contre, ça n'est pas un visual novel. Ça n'est pas un visual novel. Ça n'est pas un visual novel. Ça n'est pas parce que c'est bavard que ça devient un visual novel, vous le savez. Et enfin, ça n'est pas un visual novel. Et pour celui-ci, je pense qu'il n'y avait pas de doute. Voilà, ça, c'est fait.
Dans Paranormal The Mermaid's Curse, l'aventure est centrée autour de plusieurs personnages et propose une narration tout sauf linéaire. Vous commencez en suivant les aventures de Yusa, débloquez une première scène, puis une seconde. Vous rencontrez ensuite un nouveau personnage, ce qui ouvre une nouvelle ligne du temps et de nouvelles scènes. Vous aurez aussi accès à des souvenirs qui vous font revenir dans le temps avant le début de l'aventure. Ça pourrait paraître confus, mais le scénario reste clair malgré les passages d'une ligne à l'autre, d'un moment de la journée à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'expositions répétées, donc on n'est jamais perdu. En même temps, ces expositions se complètent progressivement, ce qui garde le rythme fluide sans devenir rédhibitoire. Le premier Paranormal Sight jouait beaucoup avec les actions effectuées à chaque scène. Par exemple, à 13h, il fallait que le protagoniste A soit à tel endroit pour que le protagoniste B le rencontre. The Mermaid's Curse laisse de côté ce système, sauf pour certaines fins d'un personnage particulier. Oui, je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais puisque j'en parle, autant y aller. Il y a plusieurs fins, dont une vraie. Théoriquement, tous les indices pour la débloquer sont disponibles. Ils sont cachés dans la masse d'informations que le jeu fournit, mais trouver tout par soi-même me paraît très compliqué. Je conseille donc de finir l'aventure une première fois, puis de se référer à une solution pour débloquer les autres fins. Côté gameplay, il n'y a pas énormément de choses à raconter. Vous avez une frise chronologique pour choisir la scène à suivre, une fois lancé, vous êtes dans la peau du personnage et voyez le monde à travers ses yeux. Vous pouvez tourner la caméra à 360 degrés, observer le décor, les gens et chercher des autocollants d'oiseaux cachés un peu partout. C'est un mini-jeu bonus qui donne quelques petits bonus pas vraiment essentiels. Vous pourrez interagir avec les personnages plusieurs fois sur un même thème, puis sur d'autres. Parfois, il faudra changer de locuteur avant de revenir au premier. Le gameplay reste simple. Même si certaines actions doivent être réalisées dans un ordre précis, le fait d'essayer un peu tout permet de débloquer les situations. Vous disposez d'un inventaire, mais il est très limité et ne concerne même pas tous les personnages. En vrai, manette en main, on ne peut pas dire que ce soit là que le titre brille. Mais est-ce que c'est gênant pour autant ? Si on cherche de l'action et du challenge, oui, hein. Effectivement. Mais dans ce cas, on ne joue pas vraiment à Paranormal Sight. L'attrait vient surtout de son scénario et de sa capacité à nous en dévoiler le moins possible, petit à petit. De toujours nous maintenir en éveil. Et ça, on le doit au talent de Takanari Ishiyama, un créateur japonais qui a commencé sur le sound design de certaines productions de Konami, comme Metal Gear Solid ou Tokimeki Memorial. À partir de 2000, il a rejoint la société Genki, pour laquelle il a écrit le scénario de 6 épisodes de la série Movie Adventure, mais surtout 10 des 20 scénarios de la série Detective Ryosuke Kibukawa Case Files, une série inspirée des vieux jeux d'aventure de la Famicom, comme The Portopia Serial Murder Case de Yuji Horii, le papa de Dragon Quest. Parce que, oui, le père du RPG à la japonaise est également le père du jeu d'aventure à la japonaise. Disons que, pour être précis, on ne lui doit pas le premier jeu d'aventure japonais, mais ce que Yuji Horii a créé a servi de modèle pour tous les jeux qui ont suivi, comme c'est le cas pour Paranormal Sight aujourd'hui. Bref, quand Takanari Ishiyama arrive en 2023 avec Paranormal Sight, en Occident, on a un peu l'impression que ça sort de nulle part, alors que non. Au Japon, il bénéficie d'une certaine reconnaissance, certes surtout auprès de ses pairs et moins du grand public, mais ça n'est pas un inconnu. Ce qui fait un peu penser à Yoko Taro avant Drakengard 3. Et soyons honnêtes, si le scénario d'Ishiyama est le liant qui nous donne envie de suivre l'aventure, le plaisir ne serait pas le même sans le reste de l'équipe. Gen Kobayashi signe des illustrations magnifiques. On le connaît notamment pour son travail sur The World Ends With You, plusieurs Kingdom Hearts ou encore Mario Sports Mix. Et ici, le style fonctionne à merveille. C'est très japonais tout en étant réaliste. Les personnages japonais paraissent authentiques, tandis que les personnages occidentaux se distinguent. J'aime beaucoup la bande-son signée Hidenori Iwasaki, très variée, joyeuse quand il le faut, angoissante quand nécessaire. Il s'est fait connaître grâce à son travail sur plusieurs Front Mission, des Chocobo ou encore Mario Sports Mix. La réalisation est confiée à Yoshihito Okuno, planificateur sur des titres comme Persona 3 Reload ou Mario Sports Mix. Et Kazuhiro Kawakami produit le tout. Il avait déjà occupé ce poste sur Persona 3 Reload, Kingdom Hearts 3D ou encore Mario Sports Mix. Non mais je vous jure, je l'avais déjà dit dans ma critique du premier Paranormal Sight, mais ça me fait marrer de me dire que l'équipe qui a bossé sur cette série d'horreur / fantastique s'est rencontrée en travaillant sur un jeu Mario.
La difficulté ici était de réussir à faire une suite qui conserve l'ADN du premier épisode, sans pour autant faire une redite. Le premier Paranormal Sight ressemblait à une sorte de Battle Royale en ville, où des personnes de toutes origines se retrouvaient avec une pierre maudite, leur permettant de se débarrasser des adversaires. Le récit abordait le Japon post-crise pétrolière, tout en faisant le lien avec des légendes de l'époque féodale. The Mermaid's Curse reprend certains éléments. Il y a toujours des histoires de malédiction, mais elles sont moins nombreuses et plus centrales au scénario. J'ai mentionné les sirènes, mais on va également entendre parler d'un vieux clan japonais, deux histoires qui, à première vue, semblent sans rapport. Le scénario prend aussi un élément typiquement japonais, ancré dans la tradition, les amas, ces plongeuses en apnée, une pratique qui perdure encore aujourd'hui. Le Japon, entre tradition et... Oh ta gueule! Oh! Le titre parvient à surprendre, autant sur le fond, avec des retournements de situation inattendus, que sur la forme. Par exemple, l'un des personnages principaux est présenté comme une femme au foyer, et bien sûr on retrouve les fameuses bouches en cul de poule. Il ne s'agit pas simplement de faire ressembler les personnages à des influenceuses des années 2010, le jeu cherche le réalisme et ne peut pas proposer des visages aux traits aussi marqués que dans certains mangas. Il concentre donc l'expression des émotions sur la forme des bouches. Cela peut déstabiliser au début, mais c'est finalement une approche assez rafraîchissante. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais mentionner dans cette vidéo, mais je ne suis pas ici pour vous faire une analyse complète de Paranormal Sight: The Mermaid's Curse. C'est plutôt une petite critique pour vous donner envie d'y jouer. J'avais beaucoup aimé l'original en 2023 et j'aime beaucoup sa suite en 2025. On passe d'une lutte à mort dans une ville la nuit à une aventure beaucoup plus vibrante et colorée. Le mystère est toujours là, mais on quitte l'horreur pure pour quelque chose de plus orienté sur le surnaturel. Un surnaturel qui paraît presque naturel, puisque aucun personnage ne semble surpris que les légendes soient réelles, ou que certaines personnes aient des dons au-delà de nos capacités. Et ce n'est pas que du surnaturel. Takanari Ishiyama utilise cette base pour raconter une histoire sur le temps qui passe et sur les relations entre les gens. C'est touchant et certaines interactions m'ont beaucoup plus ému que je ne l'aurais cru en commençant ce nouvel épisode. Bref, je suis bien embêté de ne pouvoir vous en dire plus, mais je ne peux que vous inviter à aller vous essayer à ces histoires de paranormal. Le premier épisode si vous n'en avez fait aucun, ou le second si vous avez aimé le premier. Et en vrai, vous pouvez commencer par le second, ce n'est pas gênant, il fait quelques références au premier mais ça ne va pas plus loin. Si vous avez essayé la série, je serais curieux d'avoir votre avis. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, jouez bien à des jeux qui font peur ou à autre chose.